La quantité d'énergie solaire reçue annuellement sur Terre est 50 000 fois supérieure à l'énergie globale produite puis consommée chaque année par l'humanité. Le cube jaune représente la quantité d'énergie solaire reçue annuellement par la planète. Le petit cube en noir représente la consommation mondiale d'énergie. Nos réserves en uranium, charbon, pétrole et gaz sont représentées à l'intérieur du cube jaune. Il existe actuellement 3 générations de cellules photovoltaïques. Les premières sont celles qui ont débuté dans les années 50, qui concernent le silicium monocristallin et le silicium polycristallin. C'est plus de 95% de la production. Les secondes générations qui sont formées de couches minces et qui concernent le silicium amorphe et le CuInSc, le tellurure de cadmium et les cellules de Gratzel à colorant. Et enfin, les cellules de 3e génération qui permettraient de dépasser les limites théoriques de 31%. Alors, le problème du photovoltaïque est principalement gouverné par le rapport coût et efficacité. Et sur ce graphique, on représente l'efficacité à gauche et en abscisse, le coût. Actuellement, les cellules commercialisées sont représentées par la zone en vert. Elles se situent à un coût de module à environ 400 $ du mètre carré. Pour abaisser le coût, on a fabriqué des cellules de 2e génération. Donc ça, c'est le travail à l'Institut des matériaux de John Kessler et Nicolas Barrault. Et puis, on a une orientation actuellement sur les cellules de 3e génération qui consiste à accroître le rendement et à diminuer le coût. En dehors de la production d'énergie électrique, le deuxième facteur qu'il faut prendre en compte, c'est l'intermittence de la production d'énergie par rapport à la consommation. Et donc, il faut s'engager vers le stockage de l'énergie électrique. Le point faible de l'énergie dans le monde, c'est le stockage. Ça, c'est en 1998. Un été, j'avais laissé un flacon sur une paillasse. Et ça, c'est un bécher. Et au fond de ce bécher, il y avait des cristaux. Mais je ne savais pas bien ce que j'avais laissé. L'étiquette était illisible. Bon. Et on s'est aperçu qu'on avait préparé quelque chose qui n'existait pas par ailleurs et qu'il fallait reproduire. Donc on a retrouvé la source, le produit initial qui m'avait amené à faire ça. Donc j'ai proposé à mon étudiant de me tester, d'aller chercher tous les solvants. Et on met l'oxyde de titane, les petits cristaux, en solution. Si on ne réussit pas à les dissoudre, on met les tubes à 70 degrés. Donc il fait cette manip. Et ensuite, donc ça c'était le vendredi. Le lundi, il m'a appelé, il me dit, voilà, il y a un certain nombre de sols qui sont, de cristaux qui sont solubles, mais d'autres qui ne le sont pas. Et ceux qui sont dans les tubes, il y en a qui étaient sous forme de gel. Et on ne comprenait pas ce qui se passait, ils étaient transparents, mais ils étaient sous forme de gel. Il les pose sur la paillasse, et entre midi et 2, ceux qui étaient près de la fenêtre étaient colorés. Donc c'était quelque chose qu'on ne comprenait pas non plus. Donc on a eu toute une période pendant laquelle il a fallu comprendre ce qui se passait. D'une part, la composition du sol, d'autre part, ce qui se passait sous irradiation. Et donc on a été obligé de mettre des techniques assez lourdes en place pour avoir une idée assez précise des événements. À l'Institut des matériaux, nous sommes intéressés aux oxydes de titane sous forme nanométrique. Plutôt que de considérer des objets qui font 30 nanomètres, on a travaillé sur des objets qui font 10 fois moins, environ 2 à 3 nanomètres. Lorsque l'on abaisse la taille des objets de 30 nanomètres à 1 ou 10 nanomètres, on va passer par un stade par lequel les propriétés de surface sont dominantes par rapport au bulk, par rapport à la masse de l'oxyde de titane. Et cette contribution de la surface va gouverner à la fois la structuration de l'oxyde, mais aussi toutes les réactions redox que l'on aura à l'interface avec le liquide. Ainsi, nous avons préparé des oxydes de titane qui sont constitués de petits cubes d'octaèdre TiO6. Donc on voit le titane au sommet d'un cube et les oxygènes qui sont marqués par des points rouges. Donc cet objet fait environ 1,5 nanomètre de diamètre et ses propriétés, lorsqu'il est mis en solution, sont remarquables. Tout d'abord, lorsqu'on ajoute cet oxyde de titane en présence d'un solvant organique, on a des réactions exothermiques et on obtient des sols ou des gels. Alors ces sols ou des gels, un sol c'est quelque chose qui est liquide, qui est transparent, donc les objets étant nanométriques, on ne voit rien à l'œil nu. Et un gel, c'est quelque chose qui est consistant et qui tient lorsqu'on le retourne, et c'est la consistance d'une cire à peu près. Lorsqu'on irradie ces sols et ces gels, initialement le sol ou le gel il est transparent. Lorsqu'on l'irradie, et en fonction de l'environnement dans lequel il est, selon qu'on est réducteur ou oxydant, eh bien, on obtient une palette de coloration qui va
du rouge foncé, via orange, jaune, transparent, bleu clair, bleu foncé, et puis jusqu'à quelque chose qui est la couleur d'une encre. Et ces matériaux peuvent être utilisés pour le stockage de l'énergie. Donc, avant l'irradiation, le composé est transparent. Et là, j'ai représenté un gel d'oxyde de titane. Après irradiation, il devient noir. Lorsqu'on ouvre simplement ce bouchon, on observe une oxydation de la surface de ce gel et on redevient transparent. Si on ferme à nouveau le tube et qu'on irradie, on deviendra noir. Donc, ce phénomène est réversible. Donc, on peut stocker en quelque sorte l'énergie solaire en énergie chimique. Donc, l'idée est actuellement de valoriser de comprendre d'abord les phénomènes qui se passent à l'interface, puis de valoriser ce processus pour fabriquer des photopiles de troisième génération et des photobatteries. Une photobatterie, c'est à la fois le système photovoltaïque et la batterie, sauf que la photobatterie, elle convertira et elle stockera en même temps. C'est le même dispositif. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que sur une toiture de maison, on place des photobatteries à la place des panneaux photovoltaïques et que l'on stocke cette énergie donc, pendant les périodes d'illumination et que l'on utilisera lorsque l'on aura besoin. Et donc, c'est donner l'autonomie à l'habitat en termes d'énergie électrique. J'ai des matériaux qui ont été irradiés qui ont plus de 8 ans. Donc, ces matériaux, une fois qu'ils ont été irradiés, dans la mesure où le système est étanche, on a gardé les photons de la lumière, on a fait une réaction électrochimique. Voilà. Maintenant, il faut convertir cette énergie chimique en énergie électrique. Il suffit de court-circuiter le système et puis on va régénérer l'état transparent intermédiaire.